Il y avait ce truc, ah mais toi tu viens d'un autre pays, alors que moi je viens des deux et j'étais coincée une fois dehors en slip. T'es allée dans un collège militaire. C'est ça, je suis aussi française que tous les autres Français. J'ai trouvé l'amour de ma vie qui promène son chien et on se croise et il me voit et on sait jamais genre. Salut, c'est Raphaël de Loopsider. Aujourd'hui dans Tu viens d'où, je vais rencontrer une reine. Et quand je dis une reine, c'est pas un superlatif puisque c'est Keyona, la gagnante de Drag Race France saison 2. C'est parti, comme d'habitude, je vous emmène avec moi. Hello! Hello! Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci. Est-ce que déjà tu peux te présenter? Je suis Keyona, votre nouvelle star française de la musique. Là, on est dans le 17e, dans le quartier de Wagram. On est devant chez moi, dans l'appartement dans lequel j'ai vécu pendant presque 10 ans. Donc, je vous fais la visite des lieux, c'est un immeuble haussmannien. On va en reparler de cet appartement et tout, mais l'idée c'est aussi de revenir un petit peu sur tout ton parcours, ton enfance, etc. Du coup déjà, toi tu viens d'où à la base? À la base, moi je suis née dans le 20e arrondissement de Paris et j'ai grandi du coup entre le 20e, le 91 et Abidjan. J'avais ma mère ici en France et mon père à Abidjan en Côte d'Ivoire. Donc c'est comme ça que j'ai grandi avec, on va dire, une éducation multiculturelle, connectée entre la diaspora africaine ici et ma culture ivoirienne en Côte d'Ivoire. Parce que du coup, là tu as parlé rapidement de tes parents, est-ce que tu peux un peu me parler d'eux? Ils viennent d'où? Qui ils sont? C'est des gens. Mes parents, c'est des gens assez simples. Voilà, j'ai un père expert comptable, une mère qui était auxiliaire de vie et qui est désormais agent d'escale. C'est des parents qui ont fait de leur possible, qui ont fait de leur mieux pour élever la personne que je suis aujourd'hui. C'est tout. C'est pas, il n'y a pas trop de. C'est des parents quoi. Ouais. Et c'était quoi ta relation avec eux? Quand j'étais enfant, alors moi j'étais un enfant assez secret quand même, mais assez, à l'école du coup assez extraverti, mais en famille plutôt introverti, du fait que je savais que j'étais un peu différent par exemple de mes cousins et des autres garçons de ma famille et tout ça. Donc je dirais que j'ai une relation assez proche avec ma mère, plutôt qu'avec mon père où on n'a pas trop de points communs, donc on a une relation cordiale sans plus quoi. Tu m'as parlé un peu de la relation avec tes parents, est-ce que tu as des frères et sœurs? Ah, j'en ai 8. Ok, grande J'ai 8 famille. frères et sœurs, ouais, I'm the first. Et donc j'ai des petites sœurs et des petits frères qui sont en vrai mes premiers fans. Ouais. Voilà, c'est les premiers supporters et supportrices de tout ce que je fais. Ce qui est bien quand on a une grande famille, c'est que du coup on n'a pas besoin d'avoir des amis, entre guillemets, parce que on est déjà assez nombreux pour se entertain, pour se divertir entre nous. Et l'école, c'était comment? Tu gardes quel souvenir de l'école? L'école a des bons et des mauvais souvenirs dans le sens où oui, à l'école il y a quand même beaucoup de bullying. Les enfants ne sont pas forcément compréhensifs des identités des autres. Donc oui, j'ai fait face à du bullying, mais c'est quelque chose que j'ai pu affronter, surmonter et qui fait aujourd'hui partie de mes forces. Tu l'as dit un peu avant, mais du coup, tu as grandi entre Paris, la Côte d'Ivoire aussi. C'est ça. Comment est-ce que tu as construit un peu cette identité hyper multiculturelle? Est-ce que tu peux me parler un peu de ça? En fait, quand on grandit entre deux pays, on va devoir faire en fait avec toutes les différences que ça inclut. L'école en Côte d'Ivoire est différente de l'école en France. Donc en fait, on grandit avec une double culture et on grandit avec, ça crée une espèce d'adaptabilité à toute situation en fait. Parce qu'on sait codifier les choses, donc on change un peu de code, quand on a tel endroit avec tel groupe de personnes, tel groupe de gens, on a un peu différents codes et c'est assez enrichissant en vrai de grandir avec une double culture. Et est-ce qu'en France, est-ce qu'à l'école, tu as senti une différence? Est-ce que les gens te faisaient sentir que tu étais différent à l'école? Oui, il y avait ce truc où oui, ah mais toi tu viens d'un autre pays, mais toi tu viens d'un autre pays, alors que moi je viens des deux, et que pour moi l'endroit où je suis, ça change pas forcément, je viens toujours pour apprendre en vrai, ça change pas forcément, mais pour les gens en fait, quand je suis une nouvelle élève quelque part et que j'arrive quelque part, ils disent ah mais toi tu viens de France, nanana, et quand je vais rester ah mais toi tu viens de Côte d'Ivoire. Mais en fait j'ai grandi dans les deux, je viens des deux. Donc pour les gens, eux ils séparaient vraiment les deux, alors que pour moi c'était la même chose. Tu es allé dans un collège militaire. C'est ça. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça? Comment tu t'es retrouvé là-bas? Pourquoi? Alors, la raison est un peu triste, je l'avoue. La raison est un peu triste, ça reste une très très bonne expérience. À la base, mon père trouvait que oui, j'étais trop différent des autres garçons et nanana. Et en gros, il s'est dit ah mais non, mais je vais dans un collège militaire, dans une école, dans un internat et tout, ça va plus. Enfin, essayer de me changer. De me changer. Je me suis retrouvé là et au final, je me suis fait plein d'amis. J'ai eu des super expériences, ça m'a appris une très bonne discipline, hygiène de vie et tout ça. Et donc je pense que ça n'a pas forcément eu l'effet escompté, la preuve. Mais au final, moi, ça m'a servi personnellement, cette expérience. Et voilà, non, c'était une bonne expérience. Franchement, c'était vraiment bien. C'est des bons souvenirs. Ouais, c'était des bons souvenirs, c'était des bons souvenirs. Donc avec ton père, un peu compliqué, mais avec ta mère, c'était comment?
Franchement, avec ma mère, c'était cool, hein, en vrai. Ma mère, voilà, c'est une femme moderne, jeune en plus. La chance, ma mère, elle est jeune. J'ai une jeune maman. Donc, non, non, c'était vraiment cool. C'est quelqu'un qui a toujours un peu compris qui j'étais, même si elle n'a pas toujours été en phase avec ça. Elle a quand même essayé de comprendre, elle a fait l'effort d'aller vers moi quand même. Donc, ça, pour ça, j'en suis hyper quand même reconnaissante. Ta mère, elle aimait beaucoup la mode. Mhm. Et c'est un peu comme ça aussi que toi, tu t'es mis à aimer la mode. Tu peux me parler Ouais. un petit peu Bah, de ça? ma mère est très coquette. Elle est Ouais. très coquette, voilà. Elle veut prendre soin d'elle et tout. D'ailleurs, celle qui profite le plus de tout ce que j'ai. Ouais. Bah, quand j'ai des gifts, des marques, des trucs et tout, j'ai toujours un petit peu trop de trucs. Donc, en fait, automatiquement, elle profite avec mes sœurs. Mais oui, ma mère a toujours été très coquette, toujours bien coiffée, bien apprêtée, bien maquillée, bien habillée. Et elle nous a éduqués comme ça, à toujours être bien présentée parce qu'on ne sait pas, qu'on va rencontrer, on ne sait pas. Mais moi, c'est dans mon truc de je sors, je vais même à chez Jupin, voilà, un petit quelque chose, je sais pas, genre, je peux trouver l'amour de ma vie qui promène son chien et on se croise et il me voit et on sait en jamais, fait. genre. Donc oui, oui, ça va être occupé par ma mère qui est très coquette. Donc oui, j'ai tout de suite aimé la mode très jeune. Et plutôt pendant l'adolescence, Mhm. pareil, j'avais vu que tu avais parlé d'attaques homophobes que Mhm. tu avais pu vivre. Mhm. Comment tu le vis en tant qu'ado, ce genre de truc? Est-ce que tu peux me raconter un petit peu? Bah, je pense qu'en tant qu'ado, quand on a la maturité de comprendre très très tôt qui on est et ce qu'on représente, et ce que ça peut créer chez les gens, on va déjà se former une carapace. Donc ça aide à affronter ça, même si sur le moment, effectivement, c'est très violent et c'est très dur. Mais en vrai, non, c'est quelque chose d'assez difficile que je pense encore aujourd'hui plein de gens traversent malheureusement. Donc j'espère que ça, un jour ça pourra changer, que les gens pourront comprendre que qui les gens sont, ils ne choisissent pas forcément, et qui les gens aiment non plus, ils ne choisissent pas forcément. Et oui, c'est des épreuves que je pense que toutes les personnes queer, LGBT, racisées, les femmes même en général traversent tout le temps, constamment. Et est-ce que tu penses qu'en tant que personne queer et Mhm. racisée, Mhm. il y a un peu un truc de double peine? Genre, Absolument, absolument. On parle absolument là de... je vais utiliser les gros mots. Mais oui, on parle là d'intersectionnalité. Voilà, on cumule les cartes Uno. plus 4. Plus 4, plus 2, plus 3. On cumule un petit peu. Mais je pense que autant ça fait notre richesse, autant ça crée une personne qui est encore plus unique et encore plus, je dirais, intéressante, quoi. Alors, cet appartement, c'est du coup mon premier appartement d'adulte. Donc mon petit 18 mètres carrés que j'adore avec mon très haut plafond et tout, que j'avais trop bien décoré, trop mignon. C'était quel étage là? C'est au premier étage à gauche. Et en fait, c'est mon premier appartement où j'ai pu commencer à créer Keona, à mettre mes perruques librement et sortir et exister dans la scène ballroom et un peu plus tard encore dans la scène drag. Mais Keona, elle a vraiment fait énormément, énormément ici. C'est d'ici que j'ai créé mes tenues de Drag Race, c'est d'ici que je vais danser avec ça. Tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, c'est d'ici que je l'ai fait. C'est d'ici que je l'ai fait, c'est pour dire que ça prend du temps à se construire, à trouver son endroit, à trouver... Là, j'ai déménagé, donc j'ai mon vrai appartement d'adulte. Mais mon premier appartement d'indépendance, de liberté, vraiment, c'était là voilà, où j'ai vécu énormément de choses. Des bons souvenirs. Ouais, et j'étais coincé une fois dehors en slip et en t-shirt. Et mes amis m'ont fait la courte échelle pour monter par la fenêtre. Moi, et littéralement... j'ai besoin de plus de détails de comment tu t'es retrouvé Alors, enfermé je dehors disais en au slip. revoir à mes amis et j'avais ouvert la fenêtre et le courant d'air a claqué parce que ça traverse l'appartement Ok. et le courant d'air a claqué à la porte derrière moi. Donc, littéralement, ça a claqué sur mes fesses et je me dis comment je vais faire, les clés sont sur la porte à l'intérieur. Ouais. On descend, mon pote me fait la courte échelle, on grimpe, il me pousse. Je rentre par la fenêtre de la place principale et littéralement 1 minute 30 après, la police est là en mode on nous a signalé un cambriolage. Je leur dis mais j'ai pas de chaussures, je suis en slip. C'est une anecdote voilà, qui est arrivée genre peut-être je crois 1 an et demi après que j'ai déménagé. Mais voilà, mais c'était un appartement vraiment où j'ai vécu énormément de choses donc franchement ça a été le kickstart je pense pour faire plein de choses que j'aurais pas pu faire si j'habitais encore chez mes parents. Donc là oui c'était l'appartement de la liberté. Est-ce que tu peux me dire où on est ici? Alors, là, on est au Pan Piper. Et en fait, c'est l'endroit où j'ai organisé mon premier ball en 2019. Et est-ce que tu peux me parler un petit peu du milieu ballroom du coup? Et quand est-ce que toi, tu as découvert ça? Et comment? Moi, j'ai découvert la ballroom d'abord au travers de la télévision. C'était dans America's Best Dance Crew sur MTV avec le groupe Vogue Evolution. Au fur et à mesure des années, on a fait notre scène ballroom à Paris. Et en 2019, je me suis dit, je vais organiser mon événement et je l'ai fait ici à Pan Piper. Et c'est quand même un lieu, un peu un lieu politique quand même. Ouais. Il y a des enjeux politiques dans le milieu ballroom. Est-ce Ouais. que tu peux m'en parler un petit peu? C'est une communauté queer, racisée. Et oui, la dimension politique, elle est aussi dans le fait des identités et des existences, de l'existence des identités des personnes qui font la scène ballroom, en l'occurrence parisienne. Voilà, qui sont, il y a énormément de femmes, de personnes racisées, de personnes transgenres, de personnes gays, de personnes lesbiennes, de personnes non binaires.
Donc toutes ces identités-là sont très très valides et célébrées dans la ballroom. Donc c'est aussi une sorte de lieu et de safe space pour exister. Maintenant la compétition d'elle-même, c'est pas très safe. Et c'est en découvrant ce milieu-là que tu découvres le drag aussi? Alors moi je découvre la ballroom, mais je découvre le drag un peu plus tard parce qu'en fait quand je commence à me mettre en drag en fait, dans la ballroom, je me dis pas du coup à une drag queen, je me dis à une figure féminine qui existe pour la scène. J'avais pas mis le mot drag dessus, j'avais pas mis c'est pas que j'avais pas mis le mot, mais c'est que j'avais pas mis l'intention je vais faire du drag. Je trouvais qu'il y avait vraiment un truc vraiment très 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 beau à exprimer sa créativité de manière féminine en fait. Quand on est un homme gay et qu'on veut créer cette figure-là, cet alter ego-là, du coup Kayona va exister, mais dans une bulle qui est un peu plus protégée, un peu plus exclusive. Et voilà, donc c'est tout ce qui a fait que Kayona est d'abord arrivée dans la ballroom et elle a d'abord fait son nom dans la ballroom avant d'arriver même faire des premières scènes drag, des drag shows, des trucs comme ça. J'étais exclusivement dans la scène ballroom. Tu fais ce petit chemin-là et la France te découvre réellement dans Drag Race. Ouais. Quel souvenir tu gardes de cette aventure, toi? Franchement, je garde un super souvenir parce que ça m'a montré à quel point je pouvais me pousser au-delà de mes capacités, à faire des choses difficiles, des choses qui ne sont pas toujours marrantes à faire, mais les faire pour la compétition, les faire pour le jeu. Et au final, on s'est grave bien amusé. Toutes les meufs de ma saison, franchement, c'était trop bien. Et non, je garde un super souvenir, surtout que j'ai gagné. Et pareil, tu vois, le fait que cette émission, elle soit diffusée en plus sur le service public et tout, c'est aussi, pareil, c'est aussi politique en fait. Absolument, absolument, parce qu'en fait, les choses dont on parlait dans l'émission, c'est monsieur et madame tout le monde qui pouvaient voir ça. Ouais. Et en fait, moi, j'ai par la suite eu plein de familles qui sont venues me voir et de jeunes qui m'ont dit « Ah, j'ai regardé avec ma mère, j'ai regardé avec mes parents, j'ai regardé avec mon père. » J'ai regardé, et ce que tu as dit, ça nous a vraiment touché et tout. En plus, nous, on peut se notifier à toi, nous aussi on est noirs, ou nous aussi on est queer, ou nous aussi on est ci, on est ça. Et nos parents ne comprenaient pas forcément ces choses-là. Et d'avoir vu ça dans l'émission, d'avoir vu ça sur France Télé, ils se sont dit « Ah ok, d'accord, là je comprends ». Donc plein de messages que moi ou les autres candidates ont pu faire passer ont permis aussi littéralement d'être de service d'utilité publique sur France Télé, quoi. Donc vraiment c'était… Oui, parce que tu avais dit pareil, j'avais lu une interview où tu disais que… Tu as lu beaucoup d'interviews. J'ai lu beaucoup documentaires pour préparer mes questions. Non, vraiment. Tu disais que voilà, le fait que tu sois une personne racisée, queer, qui passe à la télé, sur France Télévisions et tout, c'était aussi pour montrer que tu es tout autant française que les autres. C'est ça. Est-ce qu'on t'a déjà fait ressentir que tu n'étais pas française en fait? Je pense que oui, certaines personnes ont peut-être essayé, mais c'est des choses totalement anodines. Hein. Ça peut être à la caisse d'un supermarché, ça peut être quand on va faire des papiers à l'administration, ça peut être juste l'énergie de quelqu'un qui va un peu essayer de nous exclure, toutes ces choses-là. Je sais ce que je sais, je suis dans le 20e à Paris, voilà, et je suis aussi française, mon passeport est rouge-bordeaux, et je suis aussi française que tous les autres Français, qui sont tous différents, mais qui se ressemblent tous quelque part, parce qu'on est tous très fiers d'être Français, quoi. Je veux dire, la France, on est quand même un pays qui a beaucoup aussi lutté pour les choses qu'on a aujourd'hui, qu'on essaie aussi toujours de se battre pour garder. Donc oui, ça arrive des fois, oui, et des fois c'est aussi doublé avec combo, homophobie, racisme, xénophobie, tout ensemble mélangé. Mais je pense que c'est les aléas de la vie et que non, on réussit à un moment donné à faire avec parce qu'on sait que tout le monde n'a pas la même maturité face à ces choses-là, tout le monde n'est pas exposé aux mêmes choses. Donc forcément, les gens font preuve de beaucoup d'ignorance et c'est un peu malheureux, c'est un peu dommage. C'est quoi l'actu pour toi? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Mon single Watch Me, je casse le mur du… Mon single Watch Me est déjà sorti. En fait, dans Watch Me, je dis que I do it very well, c'est une façon de dire que regardez comme je fais bien les choses et c'est OK. Je pense que de bien faire les choses et d'être confiant et confiante, de se sentir belle, de se sentir sexy, de se sentir jusqu'à bonne et de le dire, c'est OK. Mais surtout un message de résilience, un message d'indépendance et un message de confiance en soi. Trop bien. Bah allez stream, du coup. Allez stream Watch Me. En fait, ça donne regardez comment je suis. C'est parce que j'ai écouté Watch Me ce matin. Voilà. Trop bien. Et bah écoute, moi j'ai plus de questions, sauf si tu veux ajouter un truc. Streamer Watch Me, le prochain single est déjà prêt et le clip de Watch Me arrive bientôt. Et maintenant on va au ball. Hit Machine partie 2. Allez. On va au ball. On y va. Bonjour, je suis là pour le ball.